normalement, ça enregistre. Et on est dans les deux vérités toujours. Et on est toujours dans le Madhyamaka, ouais. Oui. Page, Et on était à page 199. Ah, non, 100... 190. On avait cette fameuse phrase un peu compliquée. La nature ultime des choses, c'est de ne pas avoir de nature ultime. Ouais. Vous vous souvenez, Oui. on a fait ça? Oui. Ok. oui. Tu as la page? Normalement, c'est 199. Où il y a marqué Swabhava, la nature des phénomènes. Ah oui, déjà là, ouais, d'accord. D'accord. Exactement. Oui, d'accord. Ok. On avait parlé de ça. Et on avait parlé aussi de ces deux objets de négation. Il y avait un objet. Est-ce que vous vous souvenez de ça, de ces deux façons de formuler l'objet de négation? On avait parlé, il y avait l'objet de négation, c'est en effet les phénomènes n'existent pas de manière inhérente. Ils nous apparaissent comme s'ils existaient de manière inhérente. Donc on va vérifier si c'est le cas. Ouais. Et donc on va réfuter l'existence inhérente. Ouais, parce qu'on vérifie. Ça saute. Ça saute. Oui. Et Ouais. moi, je tout le temps chez vous. Ah, c'est bon là. C'est bon là? Non? Et donc, en effet, on vérifie si l'apparence correspond à la réalité. Et il y a une autre façon de le formuler, c'est si les phénomènes avaient une existence inhérente ou avaient une existence ultime, eh bien, ils seraient perçus à l'issue d'une analyse ultime. Ouais. Donc, pour une analyse ultime, à l'issue d'une analyse ultime, ils ne sont pas perçus. Au contraire, c'est leur vacuité qui est appréhendée ou qui est trouvée. Ouais. Donc ça, c'est important. C'est ce que dit Geshe Dreyfus à la page 200 en haut. Il dit, et donc il y a un étudiant qui pose une question qui dit, mais où est l'objet à réfuter? Et donc, Geshe Dreyfus dit, le premier objet à réfuter est clair, le second n'est là qu'implicitement. Il dit, c'est assez difficile à comprendre. Si les objets existaient selon leur nature propre, ils devraient exister en raison d'eux-mêmes, sans être établis par la conscience à laquelle ils apparaissent. Ils devraient être eux-mêmes en raison d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils devraient exister de leur propre côté de manière ultime et donc devraient ne dépendre de rien, d'absolument rien, ni de cause, ni de condition, ni de partie constituante, ni d'une désignation. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Exactement. Mais comme ils ne sont pas leur nature propre, ils n'existent pas uniquement en raison d'eux-mêmes, ils n'existent pas de manière purement objective. Ils ont besoin d'être établis par une conscience à laquelle ils apparaissent. Oui. Besoin d'être désignés par une conscience. Ouais. Et donc ça, c'est ce qu'on avait vu au cours du programme avec Venerable Geshe Gansen. Il avait dit que la désignation dépendante n'est pas employée comme raisonnement pour prouver la vacuité. En fait, c'est le résultat de notre compréhension de la vacuité. Il dit que on utilise les deux premiers niveaux de dépendance, la dépendance causale et la dépendance par rapport à ses parties. Les parties, oui. Voilà. Et comme on arrive à prouver l'existence dépendante, on réfute l'existence indépendante. Ouais. Très bien. Et donc, une fois qu'on a compris la vacuité d'existence indépendante, on se pose la question, et ben, comment est-ce que les phénomènes existent? Eh ben, ils existent au travers d'une simple désignation. Ouais. Donc, le niveau le plus subtil de dépendance, la désignation dépendante, c'est le résultat de notre recherche ultime. Ouais. Très bien, très bien, très bien. C'est super. Et donc le premier objet à réfuter arrive par implication. Ça veut dire que les phénomènes, s'ils existaient par nature propre, devraient être perçus à l'issue d'une analyse ultime, mais ce n'est pas le cas. Et ils dépendent nécessairement de plein de choses. Donc s'ils dépendent de plein de choses, ils ne peuvent pas avoir d'existence indépendante. Très bien. On peut remplacer implication par imputation, du coup. Non, c'est pas un peu... Arrive par implication dans le sens où, ça veut dire qu'il y a ces deux façons de poser l'objet de négation. Donc il y en a un qui est explicite dans les textes. Ça veut dire que pour Agya Nagarjuna, lui, il se pose la question, il dit, voilà, on ne trouve pas d'acte, on ne trouve pas d'agent, etc. Parce que lui, il fait une recherche. Ouais. Donc ça veut dire que lui, son objet de négation, c'est de dire, bah, si les phénomènes avaient une existence ultime, on devrait les trouver à l'issue d'une analyse ultime. Ouais. Comme dans le Ratnavali, si le mirage est de l'eau, pourquoi ceux qui s'en rapprochent ne voient-ils pas de l'eau?
Ouais, c'est exactement la même recherche. Et donc ça, c'est l'objet de négation explicite. Et l'implicite, donc celui qui arrive par implication, c'est de dire, à ce moment-là, les phénomènes, euh, s'ils existaient de manière indépendante, ils ne dépendraient de rien, pas même d'une conscience qui les impute. Ouais. Très bien. Ok. Ils doivent, donc s'ils existaient par nature propre, ils devraient exister de façon ultime en raison d'eux-mêmes. Très bien. Il dit, on ne peut pas dire le second objet à réfuter du premier, c'est seulement une implication. Donc en fait, on parle de la même chose en réalité, mais de deux façons différentes. Ouais, ça veut dire que d'un côté, on dit, si les phénomènes existaient de manière ultime, pourquoi est-ce qu'on ne les perçoit pas à l'issue d'une analyse ultime? Ouais, on ne les perçoit pas à l'issue d'une analyse ultime, donc ils n'ont pas d'existence ultime. Ouais. Et l'autre objet de négation, c'est de dire, là, ils n'existent pas de leur propre côté, sans dépendre d'une conscience qui les établit. Mhm. Très bien, très bien, très bien. Et ensuite, il y a les deux vérités, une ou distinctes. Est-ce qu'elles sont une ou distinctes? Qu'est-ce que vous en pensez? Selon les Ben, Sotantrika, elles sont sont distinctes. distinctes. Elles sont distinctes. Ah, donc Non? quand le traducteur dit Zour tombao tompani zourzo, Zour les tompani chamayin tompani les 15 Selon chamayin. les Sotantrika. Quand le traducteur dit la forme est vide, la vacuité est la forme, il n'est pas d'autre vacuité que la forme, il n'est pas d'autre forme que la vacuité. Est-ce que Eh ça veut dire oui. que, Donc ça veut dire qu'elles sont une. qu'elles sont une? Ouais. Ah, elles sont Même une. entité, même entité. Même en- Ah Elles oui, sont distinctes, mais même entité. voilà, exactement. Le traducteur sous-entend en fait que les deux vérités sont une même entité, ouais, Mhm. et qu'elles sont quand même distinctes, elles sont différentes. Alors ça tombe bien parce que j'ai un texte là-dessus. On peut regarder. Voyons voir. Ok. Cherchez les lunettes. C'est c'est un vieux texte, c'est pas un vieux texte, mais je l'ai traduit il y a un moment déjà, donc il faudrait que je le retraduise. Et donc c'est dans The Two Truths de Guy Newland. C'est vraiment super. Et donc il dit les deux vérités contradictoires. Il dit le Madhyamaka de Acharya Chandrakirti déclare le Bouddha disait que toutes choses ont deux entités, ont deux natures. Ouais. Donc ça c'est dans le chapitre 6, vers le début du chapitre 6. Euh, Acharya Chandrakirti dit qu'en effet, selon le Bouddha, une vérité ultime c'est une nature et une vérité conventionnelle c'est une nature. Ouais. Parce que certains ont tendance à dire que les deux vérités, c'est juste deux perspectives. C'est juste deux perspectives pour un même objet. Oui, c'est ce qu'on entend, oui. Oui. Ouais. Certains vont dire ça, certains vont dire que la vérité ultime, ce n'est qu'une perspective ultime, et la vérité conventionnelle, ce n'est qu'une perspective conventionnelle. Et donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que ce ne sont pas que des perspectives, ce sont aussi les objets de ces perspectives. Ouais, ça veut dire que la vérité ultime, c'est une nature, c'est un phénomène, c'est un existant. Ouais. Ce n'est pas qu'une perspective, c'est aussi l'objet de cette perspective. Et une vérité conventionnelle, c'est pareil, c'est aussi une nature. Et ensuite, Acharya Chandrakirti dit, puisque tous les existants doivent être soit une entité, soit des entités différentes, il dit, les deux vérités sont une entité, sont une nature. Donc ça veut dire que, ça ne veut pas dire que les deux vérités soient exactement la même chose. Ça veut dire que les deux vérités sont bien des phénomènes, sont des objets de perception, mais ces deux objets de perception ne peuvent pas être des entités séparées, ne peuvent pas être des natures séparées comme une table à gauche et une table à droite. Ouais, ouais, ça vous parle? Mhm. Très bien. Et donc il dit pour les Gelugpa, donc je ne mets pas le U parce que le G est toujours guttural en tibétain et en sanskrit, donc c'est pour ça que je ne mets pas de U. Et pour les Gelugpa, ceci indique que tous les phénomènes ont deux natures. Tous les phénomènes ont deux natures, mais ça ne veut pas dire qu'il y a deux natures distinctes. Ouais. Tous les phénomènes ont une nature conventionnelle et une nature ultime. La nature finale d'une table, sa vacuité d'existence inhérente, et la vérité ultime qui existe en relation avec la table. Et la nature conventionnelle d'une table et la vérité voilée qui existe en relation avec la table. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui, oui, Ok. oui. Quand les Mm. Gelugpa disent que les deux vérités sont contradictoires, ils ne veulent pas dire qu'il est paradoxal pour une table d'avoir ces deux natures. Ouais. C'est-à-dire qu'une table a nécessairement deux natures, et donc quand on dit que les deux vérités sont contradictoires, c'est pas paradoxal. C'est-à-dire que
la nature ultime d'une table ne sera jamais sa vérité conventionnelle. D'accord. Et inversement, Mm. une table n'est pas une nature ultime, n'est pas une vérité ultime. Donc il dit, les Gélopodes veulent dire qu'il est impossible pour quoi que ce soit d'être à la fois une vérité voilée et une vérité ultime. Ouais, ouais, vous savez, Mm. c'est contradictoire. Ouais. C'est quoi la définition de contradictoire? Différent, Différent et sans base commune. sans base commune. Oui, bravo, waouh. C'est très bien, bravo, bravo. En effet, les deux vérités sont différentes et sans base commune. Ça veut dire que rien ne peut être à la fois une vérité voilée ou une vérité conventionnelle et une vérité ultime. Ouais. Ok. Et donc, ensuite, il parle d'un des duras de Rateux. Donc, au XVe siècle, il y a eu Jamyang Chogla Weser qui a composé le Dura de Rateux, un monastère qui maintenant est en Inde, a été reconstruit en Inde, mais au début c'était au Tibet. Donc, dans ce Dura, c'est le point de départ du cursus monastique, et pas que monastique, même pour les laïcs maintenant, heureusement, on a ça aussi. Ouais. Bah oui. Donc, ces traités rassemblent et introduisent le vocabulaire technique des œuvres de Acharya Dignaga et Dharmakirti. Et du corpus de l'Abhidharma. Ok, donc ça c'est juste, vous savez très bien ce que ça veut dire, Dura, vous connaissez par cœur. Très bien. Et donc, lui, selon ce Dura, à Jamyang Chogla Ozel, les phénomènes contradictoires, ils disent, sont définis comme étant ceux qui demeurent de manière discordante. Et ça, c'est la définition de contradictoire donnée dans le Dura de Rathe. Mais nous, comme vous l'avez parfaitement dit, c'est différent et sans base commune. Ouais. Donc, c'est ce que dit ici Guy Newland. Il dit cela signifie qu'ils sont différents, Tadé, et qu'il est impossible pour quoi que ce soit d'être les deux, donc sans base Voilà. commune. C'est pourquoi ça correspond à cette définition que nous, on a apprise. Bien qu'il y ait deux types de phénomènes contradictoires, les contradictoires qui ne subsistent pas ensemble, Negel, et les contradictoires mutuellement exclusifs, Pensun Pangel. En fait, contradictoires, donc gallois, tibétain, et contradictoires mutuellement exclusifs sont des équivalents. Moi, j'ai rajouté dans la plupart des cas. Oui. Dans la plupart des cas, parce que, comme vous le savez, existants et non existants ne sont pas mutuellement contradictoires, ne sont pas mutuellement exclusifs. Existants et non existants. Ah ah. Est-ce que, est-ce que existants et non existants sont tous les deux différents et sans base commune? Alors, bah, on pense que c'est différent, bien sûr. Et sans base commune, on pense ça. Ouais. Sans base commune. Et quel est le différent? Vous avez la définition de Oui, différenciation? oui, qui sont distincts. Enfin, Ouais. Phénomène distinct. Oui, phénomène distinct. Est-ce que non existant est un phénomène distinct? Et non, ce n'est pas un phénomène. Et non, ce n'est pas un non, phénomène. pardon. Eh oui, à chaque fois, on se fait avoir avec ce. Ah, à chaque fois, oui. Oui. Oh là là. Donc, Oui, c'est pas un existant, bien sûr. Et Donc, c'est pas un phénomène, ouais. voilà. C'est-à-dire que non existant n'est pas contradictoire avec quoi que ce soit. Bien d'accord. sûr, Oui, oui. ouais. Et existant, lui, est contradictoire avec non existant, puisque existant est différent et sans base commune avec non existant, on est d'accord. D'accord. Non existant, lui, n'est pas contradictoire avec existant, parce qu'il n'est pas différent, c'est pas un phénomène distinct. Ouais. D'accord. Quoi, Exact. dans ce cas précis, l'exclusion n'est pas mutuelle, la contradiction n'est pas mutuelle. D'accord. C'est pourquoi j'ai rajouté dans la plupart des cas, contradictoires et mutuellement exclusifs sont équivalents dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas. D'accord. D'accord. Ok. Eh bien, des ensembles de phénomènes qui ne subsistent pas ensemble sont par exemple chaud et froid, lumière et obscurité, corbeau et chouette, et la conscience concevant le soi comme existant de manière inhérente, et la sagesse qui réalise le non-soi. Ouais, qu'un soi existant à Oui, oui. inhérent n'existe pas. Donc ici, on voit que là, ce sont des phénomènes contradictoires qui ne subsistent pas ensemble. Donc, D'accord. là, ici, par exemple, il y a le corbeau et la chouette. Pourquoi le corbeau et la chouette? Moi, j'ai tendance à dire parce que la chouette, elle vit la nuit et le corbeau vit le jour. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être ensemble sur la même branche. J'ai tendance à dire ça. Oui. Et Oui, certains vont oui. dire que
ils se combattent l'un l'autre. Ils ne peuvent jamais rester ensemble, peut-être parce qu'ils ont les mêmes proies ou je sais pas. En tout cas, ils ne peuvent pas coexister sur la même branche. Ils sont obligés de se bagarrer, il y en a un qui part. Ouais. Pour le chaud et le froid, c'est facile. Plus vous allumez le radiateur, moins vous avez froid. Ou plus vous ouvrez la fenêtre, plus vous avez froid, moins vous avez chaud, etc. Ouais, lumière et obscurité, c'est facile. Et la conscience concevant le soi comme existant de manière inhérente, donc l'ignorance, et la sagesse qui réalise la vacuité, mais qui réalise qu'un soi existant de manière inhérente n'existe pas, elles ne peuvent pas coexister non plus dans Ils un. ne peuvent pas coexister. Ouais. Très bien. Elles peuvent coexister dans le continuum d'une personne, Mais pas en même que temps. le monde va avoir médité sur la vacuité. Non, pas là, exactement, pas en même temps. C'est tout à fait ça. Ouais, très bien. Et donc ça, ce sont des contradictoires qui ne subsistent C'est pas pour haché, avoir. j'aime pas, c'est haché. Ça saute. De temps en temps, oui. Ouais. Ça doit être le Wi-Fi. Ça doit être le Wi-Fi. Ouais, j'essaierai de vérifier la prochaine fois lequel est le meilleur ici. En effet. Wi-Fi. Ah ouais, je suis sur Nalanda, c'est pour ça. Je vais changer de Wi-Fi, donc je vais être figé pendant 2 secondes. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Ça va, Dominique? Ça va. Et ça a commencé à 8h30, moi je croyais que c'était 9h. Ah mince! Eh oui, 8h30. 8h30, ouais. On est à quelle page là? Non, c'est pas une page, c'est un texte. On travaille sur Mais un sinon, on est texte. sur la page 200. Oui, sinon c'est 200, oui. D'accord, merci. Ah, c'est un texte que tu as donné. Non, j'étais sûre que c'était 8h30, c'était 9h. Ah, Ok. Désolé Dominique. Ouais, on a changé les horaires, on a changé les Zooms, les Skype et tout ça, donc c'est pas possible. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? oui, Ouais. là ça va. Oui, là, ça va. Là, c'est Oui. le meilleur. Ok. Et donc, peut-être que Dominique, toi, tu ne vois pas le partage d'écran. Si, je le vois. Très bien. Tu le vois? Ok. Très bien. Donc, on a parlé de 2 types de contradictoires. Donc, on a vu que si c'est contradictoire, c'est pas nécessairement mutuellement contradictoire. Ouais. Par exemple, l'existant et non existant. Et il y a 2 types de contradictoires. Parce que là, on est dans le passage, c'était quoi? Les 2 vérités, une ou distinctes. Et donc, on est en train de voir, justement, par rapport à un texte de Guy Newland, de Two Truths, il est en train de parler de ça, justement. Ok. Il y a les contradictoires qui ne subsistent pas ensemble, et il y a les contradictoires qui s'excluent mutuellement. Ouais? D'accord. Oui. Ok. Donc, les contradictoires qui ne subsistent pas ensemble, c'est par exemple, ici, il donne des exemples, chaud et froid, ouais, ne subsistent pas ensemble dans la même pièce, ou on pourrait dire au même endroit, en tout cas, lumière, obscurité, corbeau et chouette, l'ignorance et la sagesse, etc., etc. Ouais. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Ouais, c'est facile. Il dit ensuite, tant que l'un des membres de chaque paire est présent, il interrompt ou remplace l'autre. Ouais. C'est-à-dire que quand le corbeau arrive, la chouette va se coucher. Et quand la chouette arrive, le corbeau va se coucher. Les deux ne pouvant pas occuper le même endroit, qu'il s'agisse Coexister, ouais. Ouais. Exactement. Ou d'une branche d'arbre. Très bien. Et donc ici, dans le le Dura de Rateux, il dit Jamian Chogla-Hauser définit les contradictoires mutuellement exclusifs ou qui s'excluent mutuellement comme ceux qui demeurent de manière discordante en étant l'exclu et ce qui l'exclut. Oui. Il y en a un qui est exclu et l'autre qui l'exclut. Ouais. Ce qui exclut Yongche et ce qui est mis en avant est distingué positivement dans l'esprit. Ça veut dire que si vous dites table, vous avez nécessairement table qui est en train En train de quoi? On n'entend pas. Ouais, parce que je m'entends chez vous. Ça saute là. Ouais, j'entends. Et si on... Non, ça vient de. Ça vient de là-bas. Ouais, ça vient de là-bas, ça vient pas de nous. Ok. Parce que j'entends un écho. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Là, vous m'entendez, ouais. Allô? Exclu alors, c'est ça. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend, mais on a coupé notre micro. Ah non, ça saute, hein. Ok, très bien. Et là, c'est mieux? C'est mieux. Oui. Moi, je trouve que ça saute, hein. Ça saute. Oui, parce que
dès que je m'entends chez vous, c'est que c'est autre, ouais. On voit chez vous. Allô? Oui, on t'entend. Oui, Ok, très bien. Je m'entends chez vous, j'entends un écho. on coupe le micro, non? Essayez et puis rallumez-le Ouais, pour interagir. Ouais. On va ouais. voir si ça change quelque chose. Parce que là, oui, là c'est mieux, là je ne m'entends plus. Ok, très bien. Et donc n'hésitez surtout pas à le rallumer, ouais. Très bien. Donc quand on pense à table, quand on dit table, ouais, on a en effet ce qui est mis en avant et distingué positivement dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on dit table. Très bien. Donc ce qui est exclu, c'est quoi? C'est non table, tout simplement. Ouais. On exclut non table dès l'instant où on envisage table. Et donc ce qui est exclu, Namche, peut-être tout ce qui est ainsi nié. Ouais. Si vous dites table, vous excluez non table. Et de la même façon, si vous dites non table, vous excluez non table, nécessairement. Ok, très bien. Par exemple, lorsqu'on réalise qu'un pot est impermanent est ce qui exclut, et permanent est l'exclu, tout simplement. Ouais, permanent est ce qui est exclu. Très bien. Donc les contradictoires qui s'excluent mutuellement. Les contradictoires qui s'excluent mutuellement sont deux types. Contradictoire direct, Nogel, et contradictoire indirect, Gügel. Ouais. La définition de Lateux des contradictoires directs est ce qui demeure de manière directement et mutuellement discordante. Ouais, donc il rajoute tout simplement directement. Chose et phénomène qui est une non-chose, phénomène permanent et phénomène impermanent, et le trompeur et le non-trompeur sont des exemples de contradictoires directs. Ouais. C'est-à-dire que table et non-table sont des contradictoires directs aussi. Parce que non-table est directement exclu par table. Et table est directement exclu par non-table. Ouais, ouais c'est assez facile. Très bien. Les contradictoires directs sont nécessairement des divisions dichotomiques de tous les phénomènes. Ouais, ça veut dire que c'est exhaustif. Quand on a des contradictoires directs, c'est nécessairement exhaustif. Ça veut dire que si ça existe, ça doit être dans l'un ou l'autre des deux contradictoires. Ouais, ouais, ça vous parle? J'espère que oui, parce que je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Oui, Ici, il n'y a pas de souci. oui. Ok, bravo, bravo, vous avez bien fait d'étudier du là. La définition de l'atome de contradictoire indirect est ce qui demeure de manière indirectement et mutuellement discordante. Ouais, il rajoute tout simplement indirectement. Ouais. Tandis qu'un ouvrage ultérieur sur les Dura, donc celui de Pulbutchok, que vous connaissez bien, donc là c'est la voie intermédiaire du raisonnement, c'est pas celle qu'on a étudiée avec Ganlosel, c'est parce que nous on a étudié la première section, la voie abrégée, et là c'est la voie intermédiaire de Yongzin Pulbutchok. Il évoque la même chose avec une définition légèrement plus longue. Ceux qui ne sont pas le détruit et le destructeur dans un sens direct et qui demeurent pourtant de manière discordante. Voilà, c'est une définition un peu plus longue mais qui renvoie au même sens. Très bien. Donc, on va voir des exemples. Les contradictoires indirects sont par exemple bleu et jaune. Ouais, bleu et jaune, chaud et froid, et phénomène permanent, et chose efficiente, ou chose. Hein, à l'époque, je mettais chose efficiente. On peut mettre simplement chose. Ok, donc ce sont des contradictoires indirects. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est le contradictoire direct de bleu? C'est Non, C'est non bleu. non bleu. oui, exactement. C'est non bleu. Et en effet, jaune, si c'est jaune, c'est nécessairement non bleu. Vous êtes d'accord? Mm. Ouais. Par contre, quand on a à l'esprit jaune, bien sûr que c'est contradictoire avec bleu, mais c'est pas directement contradictoire avec bleu, parce que qu'est-ce qui est directement contradictoire avec bleu? C'est non bleu. Ouais. Donc dans notre esprit, on comprend que jaune est contradictoire avec bleu, mais c'est un contradictoire indirect. Ce n'est pas un contradictoire direct. Ouais. Parce que le contradictoire direct de bleu, c'est non bleu. Tout simplement, ouais. Ouais, ça vous parle? Oui, Oui, oui. Alors, les directs, ils sont donc oui. mutuellement exclusifs. Pardon? Les directs, ils sont donc mutuellement exclusifs. Oui, 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 exactement. C'est des contradictoires directs. Bleu et non bleu. Oui, Donc, direct, il y avait phénomène permanent, phénomène impermanent. Hein, ça, c'était direct.
Voilà, exactement, bravo, exactement. Direct, indirect, c'est là, je viens de voir phénomène permanent et chose efficiente. C'est un impermanent, donc on revient à la même chose là. Oui, ça revient d'une certaine manière à la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, jaune, c'est pareil. Jaune, c'est du non bleu. Ouais. Jaune, c'est ce qui n'est pas bleu. Mhm. Mais quand on pense, quand on a à l'esprit jaune, c'est contradictoire. On comprend en effet que c'est contradictoire avec bleu, mais c'est contradictoire indirect, parce qu'il n'y a que non bleu qui soit le contradictoire direct de bleu. Ouais. Et là, c'est pareil pour permanent et impermanent. Donc permanent et impermanent sont en effet des contradictoires directs. Mais chose, c'est en effet un équivalent d'impermanent, on est d'accord? Dans ce cas-là, c'est plus qu'une instance, c'est un équivalent. Mais quand on a à l'esprit chose, euh, qu'est-ce qui est le contradictoire direct de chose? C'est Non. non-chose. Ouais. Alors D'accord, que je viens de comprendre, ouais. Je viens de comprendre. et le contradictoire direct de permanent, c'est impermanent ou non permanent, on pourrait dire. Impermanent, ouais. Alors que chose, en effet, c'est un équivalent d'impermanent, mais en effet, c'est un contradictoire de permanent, mais ce n'est pas le contradictoire direct. Ouais. Parce que seul non permanent ou impermanent est en effet le contradictoire de permanent, le contradictoire direct, pardon. Parce que Ouais. dans nos choses, il y a les inexistants, non? Aussi, aussi, oui. Oui, oui, tout à fait. Dans les non-choses, il y a aussi les non-existants, il y a les permanents, etc. Donc quand on dit non-chose, en effet, est-ce que c'est permanent ou pas? Quand on dit non-chose. Nos choses, c'est permanent. Exactement, non-chose, c'est permanent. Et quand on dit non-permanent, c'est permanent aussi. Donc on aurait tendance à dire que non-permanent et non-chose, en effet, sont équivalents. On peut le dire, en général, on peut le dire. Mais si c'est cela, ce n'est pas nécessairement le cas. Ouais, Mm. si c'est non-permanent, ce n'est pas nécessairement équivalent avec non-chose. Tout à fait. Parce que non-chose doit être permanent, mais si c'est un non-permanent, ça peut être un non-existant. Ok, on y reviendra si vous voulez. Là, c'est juste des petits détails en plus. Là, c'est juste pour voir comment est-ce que les deux vérités correspondent l'une à l'autre, ou ne correspondent pas, en fait. On va essayer de voir ça. Très bien. Donc, en effet, ça veut dire que notre conscience conceptuelle, elle s'engage par exclusion. Ouais. C'est-à-dire que quand on pense à euh, non permanent ou à impermanent, on pourrait dire plutôt à impermanent, quand on pense à impermanent, on ne pense pas nécessairement à chose. Ouais. C'est-à-dire que notre conscience conceptuelle, elle exclut tout ce qui n'est pas impermanent, ou tout ce qui n'est pas impermanent lui-même. Notre conscience conceptuelle, elle exclut choses, elle exclut tous les permanents, tous les non-existants, mais aussi tout ce qui n'est pas avec impermanent. Ouais, donc c'est pourquoi chose n'est pas le contradictoire direct de permanent, mais c'est quand même un contradictoire avec permanent. Ouais, c'est quand même contradictoire avec permanent. Ouais, ça vous parle? Oui, 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 oui. oui. Très bien, très bien. Ok, Ouais, parfait. Donc là, c'est juste comment est-ce que la conscience conceptuelle fonctionne. Ouais, ça veut dire que quand on parle de table et de non-table, on comprend tout à fait que ce sont des contradictoires directs. Par contre, table et chaise sont des contradictoires indirects. Même voilà. si chaise est une non-table, on comprend que chaise est contradictoire avec table, mais c'est un contradictoire indirect avec table. Ouais, exactement. Il n'y a que non-table qui soit le contradictoire direct de table. Très bien. Ok, donc quand on réalise que la couleur d'une chaise est bleue, le jaune est seulement éliminé de manière indirecte ou implicite, ouais, par le fait que le jaune soit inclus dans la classe du non bleu. Ouais, tout simplement. Notons que de nombreux contradictoires indirects tels que bleu et jaune ne sont pas des divisions dichotomiques de tous les connaissables. Ouais. Bleu et jaune, si ça existe, c'est pas nécessairement soit bleu, soit jaune. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Par conséquent, puisque les contradictoires indirects sont un type de contradictoire mutuellement exclusif, il y a de nombreux contradictoires mutuellement exclusifs qui ne sont pas des dichotomies. Ouais. Table et chaise, bleu et jaune, euh, livre et tasse, etc., etc. Conscience et forme, permanent et permanent qu'il est impossible d'être, etc., etc. Non, ils ne sont pas contradictoires, ceux-là. Permanent qu'il est possible d'être et permanent qu'il est impossible d'être, etc., etc. Ouais. Ok, très bien, très bien. Très bien. Donc, si c'est une dichotomie, ça doit être exhaustif. Ça doit inclure tous les existants. Hein. Les deux vérités incluent tous les existants. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Très bien.
Maintenant, il dit d'un autre côté, certains contradictoires sont des dichotomies de tous les phénomènes. Prenons par exemple chose efficiente ou chose et permanent. Ouais. Là, c'est une dichotomie dans le sens où si ça existe, c'est soit une chose, soit c'est permanent. Ouais. Chose et phénomène impermanent sont des équivalents, et donc un phénomène est soit une chose efficiente, soit un phénomène permanent. Néanmoins, chose et phénomène permanent sont des contradictoires indirects et non des contradictoires directs, car le sens de chose est ce qui accomplit sa fonction, oui, capable d'opérer une fonction. Et le sens de phénomène permanent, c'est phénomène non instantané, ouais, ou phénomène non momentané. Ouais. Ok, donc là il faut rajouter phénomène, en anglais il a oublié. Ok, très bien. Donc ça veut dire que les définitions sont quand même différentes, c'est pourquoi elles ne sont pas directement contradictoires. Ouais. Très bien. Alors que si on a impermanent et permanent, on a d'un côté instantané et de l'autre côté on a phénomène non instantané, là bien sûr ça s'exclut mutuellement et de manière directe. Ouais. Alors que chose et permanent s'excluent mutuellement, on est d'accord, mais pas de manière directe. Très bien, c'est ce qu'il dit ici, ne s'oppose pas en contradiction directe. On peut réaliser qu'un pot est une chose en voyant qu'il contient de l'eau sans réaliser qu'il n'est pas permanent. Ouais. C'est-à-dire que notre conscience conceptuelle, comme on l'a vu, elle exclut bien sûr tout ce qui n'est pas cela. Mais en effet, si on réalise que le pot est impermanent, on ne va pas réaliser explicitement, en tout cas, euh, son absence de permanence. Ok. Ainsi, il est possible pour deux phénomènes d'être une dichotomie tout en étant contradictoires indirects, comme permanent et chose. Ouais. Ou comme phénomène généralement caractérisé et phénomène manifeste, par exemple. Ouais. C'est une dichotomie exhaustive, mais ce ne sont pas des contradictoires directs. Ouais. Par contre, phénomène généralement caractérisé et phénomène spécifiquement caractérisé sont des contradictoires directs et sont aussi une dichotomie. Ouais, ouais, ça vous parle? Il doit y avoir des pétards de 4 possibilités, là. Entre quoi et quoi? Ben, dans la mesure où tu as t'as des dichotomies qui sont indirectes et des dichotomies qui sont directes, tu dois pouvoir faire des trucs. Oui, Des possibilités, des oui, possibilités. oui. Ah, on pourrait jouer là-dessus. On pourrait jouer là-dessus, très bien. Ok. Donc on jouera là-dessus si vous voulez, ce sera intéressant. Ok. Et donc ainsi, il est possible pour deux phénomènes d'être une dichotomie tout en étant contradictoires indirectes, car elles sont des significations qui ne s'excluent pas directement l'une l'autre. En tout cas, il faudrait rajouter directement. Très bien. Inversement, les dichotomies sont considérées comme des contradictions directes quand leur signification s'exclut l'une l'autre directement. Et voilà comment vérité voilée et vérité ultime en viennent à être considérées comme des contradictoires directs. Ouais, ça veut dire que soit c'est une vérité voilée, soit c'est une vraie vérité, c'est pas une vérité voilée. Ouais. Et donc en effet, là, ce sont des contradictions directes. Bien que les termes vérité voilée et vérité ultime ne suggèrent pas de contradiction directe, leur sens, ceux qui trompent et ceux qui ne trompent pas, ouais, Rua et Mirua, s'excluent mutuellement et explicitement. Ouais. Ça veut dire que, en effet, les vérités conventionnelles sont trompeuses, bien sûr, quand on parle en général, hein, ne trompe pas les Bouddhas, mais pour les non-Aryas, pour les non, ceux qui n'ont pas éliminé le voile afflictif, pardon, les Aryas qui n'ont pas éliminé le voile afflictif et les êtres ordinaires sont la plupart du temps trompés par, euh, en général, sont trompés par les vérités conventionnelles. Les vérités conventionnelles semblent exister de manière inhérente et souvent on adhère à cela. Ouais. Pas nécessairement, mais en général, il est possible d'adhérer à cette apparence trompeuse. Alors qu'une vérité ultime, elle se montre exactement telle qu'elle est, ouais. Et donc c'est pourquoi, à une perception directe. Donc c'est pourquoi elle ne trompe jamais personne. Ouais, l'apparence et la réalité coïncident dans une vérité ultime. Ouais. Alors que pour une vérité conventionnelle, l'apparence et la réalité ne coïncident pas. Donc on voit que d'un côté ça coïncide, de l'autre côté ça ne coïncide pas. Donc c'est une contradiction directe. Ouais, ça vous parle? Ok, Oui, oui. très bien. C'est pourquoi, lorsqu'on réalise que la vacuité est une vérité ultime, on doit aussi réaliser qu'elle n'est pas une vérité voilée, parce que son apparence et sa réalité coïncident. Très bien. Comme expliqué ci-dessus, contradictoire et contradictoire qui s'excluent mutuellement sont des équivalents en général, donc il faut rajouter en général, parce que ce n'est pas toujours le cas.
c'est-à-dire tout ce qui est l'un et l'autre, ouais, sauf dans le cas des non-existants, etc. Ainsi, les contradictoires qui ne subsistent pas ensemble sont de fait un sous-ensemble des contradictoires qui s'excluent mutuellement. C'est toi, oui. Ouais. Les deux vérités sont des exemples de contradictoires mutuellement exclusifs qui ne font pas partie de ce sous-ensemble. En d'autres termes, il est impossible pour quoi que ce soit d'être à la fois une vérité voilée et une vérité ultime, ça on est d'accord. Soit c'est une vérité conventionnelle, soit c'est une vérité ultime, ça ne peut pas être les deux. Mais les deux vérités ne se substituent pas l'une à l'autre. Au contraire, elles sont partout coexistantes. Ah ouais. On pourra l'avoir, ce texte? Oui, oui, je le mettrai. Oui, oui. Je le mettrai sous la vidéo. Sous la vidéo, je mettrai le lien. Je le remanierai pour enlever efficiente, etc. Et vous avez, j'ai mis l'anglais aussi. J'ai mis l'anglais en première partie, comme ça vous pouvez confirmer, vérifier tout ça. Et donc en effet, c'est dans, je vais enlever le partage. Est-ce que je peux faire ça? Sélectionner les zones. Ok, très bien. Et donc, c'est dans The Two Truths de Guy Newland. Il est vraiment exceptionnel. Donc, c'est très, très difficile, surtout à un moment donné, quand on arrive aux vérités conventionnelles, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Ouais. À un moment donné, il y a cette discussion-là, et là, ça se complique un petit peu. Donc, mais sinon, il y a énormément de choses très intéressantes. Et moi, j'avais appris les définitions, juste pour vous dire, par rapport aux phénomènes, aux contradictoires qui ne subsistent pas ensemble et ceux qui sont mutuellement exclusifs. Il y a une définition qui est donnée à Jepung Loseling. Et donc, c'est celle-là que moi, j'avais trouvée, qui était un petit peu plus simple, qu'on trouve à la page 171 de Unique Tenets of the Consequent School. Et donc, ça, c'est un bouquin exceptionnel qui évoque les 8 points difficiles du Prasangika. Ouais, comme la désintégrité, l'absence d'autocognition, l'existence des phénomènes extérieurs, etc. Donc ça, c'est très, très important comme livre. Très, 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 très bien fait. Et on retrouve dedans, bien sûr, des mentions de ce que disent Jamyang Shepa et Naval Pandem. Donc ces deux grands maîtres, il y a une mention dans un texte sur les raisonnements madhyamika, justement parce que Jamyang Shepa et Naval Pandem, ce sont des très très grands maîtres de la tradition Gelupa. Jamyang Shepa, c'est du XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, et Naval Pandem du XIXe siècle. Et donc, quand on étudie le basic programme, on étudie les tantras avec un texte de Naval Pandem. Hein. Et bien sûr que ces deux grands maîtres ont composé énormément de choses passionnantes. Passionnantes. Ok. Donc ça, c'était juste une petite digression pour Dominique qui se posait la question qui étaient ces bons hommes. Et est-ce que ça vous parle? Ça veut dire que les deux vérités, en effet, sont contradictoires. Vous êtes d'accord? Oui, du coup, là. Sont contradictoires, c'est que Elles s'excluent mutuellement de façon directe. oui, si ça s'exclut mutuellement de façon directe, c'est nécessairement contradictoire. Oui. Ok. Donc, si elles sont contradictoires, ce sont deux natures contradictoires. Ah ah. Ce sont deux natures contradictoires. J'aurais tendance à dire oui. Ah. Non. Ok, ce sont deux natures contradictoires. On peut dire que ça pose question quand on dit nature. Ouais, quand on dit nature, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux vérités ne sont pas que deux perspectives. Ne sont pas que deux perspectives par rapport à un seul et même objet. C'est ce que dit aussi Guy Newland au début. Quelle est la base de division des deux vérités? Ouais, chez les Gelupa, c'est les connaissables. Ouais, c'est les connaissables, pour dire qu'en effet, les deux vérités sont connaissables. Si c'est un connaissable, si c'est un existant, ça doit nécessairement être une vérité conventionnelle ou une vérité ultime. Et certains disent que la base de division, c'est des perspectives. C'est-à-dire que ce serait le même objet vu de façon différente. Mais en fait, non. Charya Chandrakirti et bien sûr la Tsongkhapa dans son commentaire, la Gompa Rapsal dit ces deux vérités sont deux natures, deux existants, deux objets de ces perspectives, pas uniquement des perspectives différentes. Ce sont aussi les objets de ces perspectives. Ouais, ça veut dire qu'une vérité ultime, comme le dit Shantideva, c'est ce qui est observé
par une conscience ultime, une conscience non erronée. Ouais. Et une vérité conventionnelle, c'est ce qui est certifié par une cognition valide conventionnelle, ouais, qui est erronée. Ok, qui est erronée, mais pas fausse. Très bien. Ok. Donc, on peut dire qu'en effet, ces deux vérités sont des natures, ont chacune une nature. Mais ces natures, elles ne sont pas séparées. Ce ne sont pas des entités séparées. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. C'est que on ne peut pas dire que la vérité conventionnelle soit une nature ultime. Ça, c'est pas possible. Et on ne peut pas dire que la vérité ultime soit une nature conventionnelle. On ne peut pas vraiment le dire. Donc, ça veut dire que les deux restent contradictoires et des contradictoires directs. Ouais. Et une dichotomie en plus. Ouais. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit une vérité conventionnelle, soit une vérité ultime. Rien ne peut être les deux en même temps. Mais tous les phénomènes ont nécessairement ces deux natures. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'un phénomène, qui est une entité, possède ces deux natures. Ouais. Donc, parfois, nature et entité, c'est difficile, dans certains cas, de dire qu'il y a une corrélation irrémédiable entre les deux. Ouais. En effet. C'est le problème de dire qu'elles ont les deux natures. Bon, ça résout le problème. Ouais, pardon. Ça résout le problème de dire qu'elles ont les deux natures. Oui, exactement. Mais on pourrait le comprendre dans le sens où ce sont deux natures distinctes, deux natures séparées. Ouais. Et donc, en fait, ce sont des natures distinctes, conceptuellement distinctes, mais elles ne sont pas séparées dans le sens où elles font partie de la même entité. Ouais, ça c'est très important. C'est très important mais elles font partie de la même entité dans le sens où, vous vous souvenez, quand on avait vu que veut dire être deux entités différentes? C'est-à-dire qu'ils apparaissent simultanément, mais à une conscience non contredite, mais sans... On parlait de même classe substantielle, c'est pas une histoire comme ça, non? Non, je... Ça, Voilà. il y a un petit peu de tout ça. Ok. Qui apparaissent simultanément à une conscience non contredite, non? Qui apparaissent. Alors, pas nécessairement simultanément, par exemple, ouais, mais nécessairement séparément. Si c'est deux entités, ça ne peut pas apparaître de manière non séparée à une perception directe. Ok. Donc là, ça pose question. Là, il faut vraiment qu'on s'accroche à nos fauteuils. Parce que vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le dit le Bodhisattva Shantideva, une vérité ultime est l'objet d'une conscience ultime, d'une conscience non erronée. Et une vérité conventionnelle, c'est un objet de l'esprit erroné. Ouais, c'est toutes les consciences qui ne sont pas des absorptions méditatives sur la vacuité appréhendent des vérités conventionnelles. Et donc ces consciences sont erronées. Ouais. C'est-à-dire qu'une vérité ultime est nécessairement l'objet directement réalisé par une conscience non erronée, et les vérités conventionnelles sont réalisées par une conscience erronée. Et donc ça veut dire que c'est nécessairement deux sphères de conscience différentes. C'est ça, oui. Donc ça, on aurait tendance à se dire, à ce moment-là, la vacuité de la table et la table sont deux entités différentes, puisque l'une est observée par une conscience et l'autre est observée par une autre conscience. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, parce que dans le cas des deux vérités, ce n'est pas du point de vue de la perception directe qu'on fait cette distinction, c'est du point de vue de est-ce qu'elles appartiennent au même objet ou pas. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, les Madhyamika, même les Chittamatra, les Prasangika, etc., en général, tous les Mahayanistes vont dire que les deux vérités sont une même entité. Les deux vérités sont une même entité. Ça veut dire que si elles pouvaient apparaître à une perception directe, elles n'apparaîtraient pas séparément. Si elles pouvaient apparaître à une perception directe, elles n'apparaîtraient pas séparément. Ouais. C'est-à-dire que pour une conscience omnisciente qui appréhende les deux vérités en même temps et de manière directe, pour cette conscience omnisciente, les deux vérités n'apparaissent pas séparément. Ouais. Alors que pour nous, ou pour les Aryas, par exemple, pour nous, on ne perçoit directement que, enfin, en tout cas moi, je ne perçois que les vérités conventionnelles directement. Je n'ai pas la perception directe de la vacuité. Ouais. Et les Aryas, eux, ont la perception directe des deux. Les Aryas qui ne sont pas des Bouddhas, ouais. Mais pas au même moment. Mais pas au même moment, exactement. C'est pourquoi on aurait tendance à se dire, puisqu'ils ne perçoivent pas les deux vérités en même temps par le même type de conscience, et les deux vérités sont des entités séparées. Et non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ouais.
Donc c'est ça, c'est là où ça pose question. Ça veut dire que quand on apprend dans le Sotrantika ce que veut dire être une même entité, c'est extrêmement précieux. Et ce que veut dire des entités différentes, tout ça c'est extrêmement précieux. Mais il faut essayer de garder le conditionnel. Si ça pouvait apparaître, si ça apparaissait à une perception directe, ça n'apparaîtrait pas séparément. Ouais. Et donc en effet, si les deux vérités nous apparaissaient à une perception directe, elles n'apparaîtraient pas séparément. Mais on pourrait contredire, on pourrait dire oui, mais pour un no-Bouddha, ça n'apparaît jamais à une même perception directe. Donc c'est pourquoi Vener Geshe Gensen l'autre jour m'a dit non, on ne peut pas le dire du point de vue de la perception directe, on peut juste dire que c'est du point de vue de la réalité de l'objet. Cette réalité de l'objet a ces deux natures. Ouais. Ok, très bien. Très très bien. Donc elles sont contradictoires, mais elles sont la même entité. Ouais. Ça, c'est ça qu'il faut voir. Elles sont contradictoires, elles sont directement contradictoires, mais elles sont la même entité. Donc c'est pourquoi elles ne sont pas des contradictoires qui ne subsistent pas ensemble. Ouais. C'est des contradictoires qui s'excluent mutuellement. Ce pas des contradictoires qui ne subsistent pas ensemble. Ouais. Comme le chaud et le froid, comme le corbeau et la chouette, eux ne peuvent pas subsister au même endroit. Alors que les deux vérités peuvent subsister au même endroit. Elles ne s'entravent pas l'une l'autre. Ouais. Ça joue? Wow, c'est magnifique! Wow, alors là, c'est magnifique. Bravo. Bravo, parce que ça engendre des difficultés de dire qu'elles seraient des natures différentes. Et non, bien sûr que Geshe Dreyfus va en parler. Il en parle. Alors, il prend l'exemple du Samdhi Nirmochana Sutra, ouais, page 200. Samdhi Nirmochana Sutra, ouais. Quand le sanskrit est transcrit en anglais, le cha est transcrit par un C. CA en anglais. Mais en français, on peut se permettre de mettre un H. Ouais, Samdhi Nirmochana Sutra, pour être sûr de ne pas se tromper. Ok. Donc ça, c'est un sutra du troisième tour de roue. Ouais, c'est le sutra du dévoilement du sens profond. Troisième tour de roue. Mais on peut l'appliquer ici au second tour de roue aussi. Ouais. Il dit, c'est pour contrecarrer cela. Ok, donc on va voir ce passage ici des deux vérités une ou distinctes. Nous avons donc défini deux vérités. Très bien. Lorsqu'on parle des deux vérités, on divise le connaissable en deux vérités. Ouais, si ça existe, c'est soit une vérité, soit une autre vérité. Lorsqu'on dit cela, on pourrait penser que les deux vérités sont comme deux paniers dans lesquels on met toutes les choses. Donc par convention, par commodité, on peut dire ça. On peut dire que les deux vérités sont deux tiroirs d'une même commode, et si ça existe, ça doit entrer dans l'un ou l'autre des deux tiroirs. Ça, c'est une licence poétique, comme dirait Astier dans Camelot. C'est une licence poétique. Et donc, ça ne veut pas nécessairement dire ce qu'on est en train de dire. Ouais. Okay. Donc, en effet, les deux vérités ne sont pas séparées. Ouais. Donc, on pourrait penser que les deux vérités sont deux choses séparées. Quand on dit ça, deux tiroirs d'une même commode, deux sortes de phénomènes séparés. C'est pour contrecarrer cela que le Samdhi Nirmochana Sutra, qui est en fait Yogacara, en fait c'est la base du Yogacara, du Chittamatra, mais qui ici donne un raisonnement applicable à toutes les écoles mahayanistes, dit que les deux vérités ne sont ni une ni distinctes. Et donc là ça pose question. Est-ce que si c'est ni un ni différent, c'est embêtant, ça n'existe pas. ça n'existe pas, exactement. Si ce n'est pas un phénomène qui n'est pas distinct, si ce n'est pas des phénomènes distincts, ce n'est pas des phénomènes du tout. Donc ça pose question, il faut interpréter ça. Hein. Quand on dit ni un ni distinct, il faut l'interpréter. Si on ne l'interprète pas, on dirait les deux vérités n'existent pas, tout simplement, parce qu'elles ne sont ni une ni distinctes, ni une ni différentes. Ouais. Donc là, ça pose question. Ok, là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ok, donc les deux vérités ne sont pas deux choses séparées, ce sont deux aspects de la réalité, ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. La réalité conventionnelle est le fait que ce verre soit un verre. La réalité ultime est le fait que ce verre n'existe pas de manière ultime. Donc la vérité ultime du verre n'étant rien différente du verre, dans le sens n'étant rien une nature différente du verre. Ouais. Mais la vérité ultime, elle est nécessairement différente du verre, parce qu'elle est permanente, c'est une négation non affirmative. Le verre n'est pas permanent, il n'est pas une négation non affirmative, etc., etc. Très bien. Donc c'est simplement le mode d'existence du verre, ouais, cette vérité ultime. Les deux vérités, donc, sont deux aspects d'une même réalité. C'est comme si on appuyait deux bouts de bois l'un sur l'autre. Ouais.
l'un des bouts de bois ne peut pas demeurer dans cette position sans l'autre. C'est comme les deux pans d'un toit. Ouais. Si l'un des pans s'écroule, l'autre s'écroule aussi, nécessairement. Ouais. Donc, quand vous mettez deux morceaux de bois l'un contre l'autre, ils se soutiennent mutuellement. Ouais. Ben, les deux vérités se soutiennent mutuellement. Elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. C'est ce qu'on appelle en tibétain Mena Minjua. Mena Minjua, ça veut dire qu'il y a une relation nécessaire entre deux phénomènes. Ouais. Mais ce n'est pas une relation causale, c'est une relation de même essence. Ouais. C'est-à-dire qu'entre la vérité ultime et la vérité conventionnelle de la table, l'une ne cause pas l'autre. Ouais. La vérité ultime de la table ne cause pas la table, et la table ne cause pas la vérité ultime. Donc c'est quand une relation existe entre deux phénomènes, c'est soit causal, soit de même essence. Et comme là c'est une relation, mais pas une relation causale, c'est nécessairement une relation de même essence. Ouais. Très bien. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, dans le cas d'une vérité ultime de la table et la table elle-même, qui est sa vérité conventionnelle, les deux sont liés par la même essence l'une à l'autre. Ouais. Quand on dit table et chose, table est liée par la même essence avec chose. Mais chose n'est pas liée par la même essence avec table. Ouais. Donc là, ça va que dans un sens. Par contre, les deux vérités d'un même objet, là, ça va dans les deux sens. Les deux sont liés par la même essence l'une à l'autre. Ouais. Très bien, très bien. Bravo, bravo. Ok. Donc les deux bouts de bois, etc. Ok. Donc ici, le sutra, ici, en haut de la page 201, c'est pour cela que le sutra dit que les deux vérités ne sont ni une ni distinctes. Que veulent dire un est distinct et un ce qui est un. D'accord? Merci. D'accord? Et distinct ce qui est distinct, on pourrait dire à ce moment-là. Ok. Mais ça n'explique pas grand-chose. Et un ce qui est un, très bien. Et distinct ce qui est multiple. Donc, et un ce qui est un, ça veut dire que même pour la conscience conceptuelle, il n'y a pas de distinction. Minimale et suffisante pour la conscience conceptuelle. Donc si on dit la table, et si on dit la table, bah, la table, tout simplement, est une. Ouais. Ok. Donc la table et la table ne sont pas distinctes. Ok. Très bien. Ok. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas distincts. Très bien, très bien. Ok. Et si on dit la table et la table orange, dans ce cas-là, c'est nécessairement distinct, ouais, c'est nécessairement multiple. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y ait deux tables soudainement. Ça veut simplement dire qu'on parle de deux phénomènes au regard d'un même objet, ouais, de deux perspectives d'une certaine manière, et deux objets de deux perspectives. Ok, très bien. Donc, un est multiple. Ok, donc on a vu et un ce qui est un, d'accord, et distinct ce qui est multiple, ce qui existe et n'est pas un. Ouais, ça vous l'avez parfaitement compris. Si c'est un, c'est nécessairement pas distinct. Et si c'est distinct, c'est nécessairement pas un. Si c'est un phénomène, si ce sont des phénomènes distincts, si c'est différent, c'est nécessairement pas un. Ouais. Mais si c'est pas un, c'est pas nécessairement différent. Ouais. Par contre, si c'est un phénomène qui n'est pas un, là, c'est nécessairement différent. Ouais. Et si c'est un phénomène qui n'est pas distinct, c'est nécessairement un. Ok, bravo, bravo. Donc tous les phénomènes qui existent sont un ou multiples, un ou différents, nécessairement. Lorsqu'on dit que les deux vérités ne sont ni une ni multiples, cela paraît difficile à comprendre, puisque tout phénomène qui existe est soit un, soit multiple. Il nous faut donc interpréter cela, ouais, ça c'est nécessaire. Ok, très bien. Et donc j'ai aussi un autre texte, mais on n'aura pas le temps de le voir ici, parce qu'on est déjà à la fin. Pour la prochaine fois, ce sera quand? Ce sera, je crois que c'est le 10 mars, je vais vérifier. Dans 15 jours. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. En effet, ce sera le 10 mars, tout à fait. Et donc, on verra les conséquences du fait de considérer que les deux vérités seraient une. Hein, quelles sont les conséquences à l'absurde et quelles sont les conséquences à l'absurde du fait de considérer que les deux vérités seraient des natures différentes, des entités séparées. Ouais. Donc ça nous permettra de mieux comprendre pourquoi les deux vérités sont une nature, mais des isolats différents. Ouais. Ok. Très bien, donc ça c'est très important. Et donc je m'appuierai sur un passage de Jamyang Shepa, justement, dans son texte magistral sur les écoles philosophiques, qui avait été repris par Jeffrey Hopkins dans Tsongkhapa's Final Exposition of Wisdom. Donc on reprendra ces différents raisonnements. Ce pas des raisonnements exhaustifs, il y en a d'autres, et on pourra voir ça justement pour mieux comprendre pourquoi les deux vérités sont nécessairement une même nature, une même entité et des isolats différents. Ouais.
Merci beaucoup. C'était encore un vrai plaisir d'échanger avec vous. C'est Ouais. Merci. Ouais.